le hall principal de l'école existe toujours. Ce bâtiment est devenu le centre social du projet Manhattan. C'est ici qu'avaient lieu de nombreux événements sociaux. À l'instar d'Oak Ridge, les laboratoires de Los Alamos sont construits très rapidement. Les logements sont essentiellement constitués de préfabriqués provisoires et de caravanes. Oppenheimer, qui se verra surnommé plus tard le père de la bombe atomique, a pour mission de rassembler autour du projet dans cet endroit isolé des cerveaux parmi les plus brillants des États-Unis. Ces hommes venaient des universités prestigieuses de la côte est des États-Unis ou bien d'Europe. Ils étaient engagés pour travailler sur un projet secret sans savoir où on les affectait. Ensuite, on leur disait de se présenter dans une gare ferroviaire à Lamy, dans le Nouveau-Mexique, sans que personne ne sache où est Lamy. Puis, on les transportait pendant toute une journée sur des routes défoncées jusqu'à ce campement qui avait l'air d'avoir surgi de nulle part. Là, on leur annonçait que c'était ici qu'ils allaient travailler à un projet scientifique parmi les plus innovants de l'histoire de l'humanité. Tout ce scénario pouvait les inciter à se demander s'ils n'étaient pas devenus fous, mais c'était comme ça que les choses se passaient à l'époque. Les archives prouvent que les conditions de vie de ces scientifiques étaient très rudimentaires. Ces laboratoires ont été construits très rapidement par l'armée. On a amené sur place du bois de charpente et on a dressé des baraquements et des cabanons dans lesquels auraient lieu des expériences, dont l'issue était annoncée comme une révolution pour l'humanité. En seulement 3 ans, plus de 600 bâtiments techniques sont élevés. Il n'en reste aujourd'hui que 30, dispersés parmi les édifices contemporains du laboratoire. John Isaacson et Helen McGee inspectent l'endroit où les ingénieurs ont mis au point le détonateur de la première bombe atomique. Mais rassembler les indices permettant de dire à quoi ressemblait cet énorme blocos et ce qui s'y passait exactement est un vrai travail de détective. On surnommait cet édifice le canon ou le bunker périscope. C'est dans cette casemate que le canon à uranium a été conçu. Le principe est simple, puisqu'il consiste à projeter un morceau d'uranium contre un autre à l'intérieur d'un canon. De leur fusion résulte la détonation nucléaire. Mais pour que l'explosion ait lieu, le timing doit être parfait. Voici donc le lieu historique où une machiavélique théorie scientifique a pris forme techniquement. C'est ici qu'on a travaillé sur le balistique et les vitesses initiales de ces projectiles à l'intérieur de la bombe, pour voir si ces vitesses pouvaient assurer la fusion des éléments radioactifs et par conséquent déclencher l'explosion de la bombe. En étudiant les plans des installations, nos spécialistes ont découvert que le bâtiment comportait une tour bâtie à la manière d'un périscope. Cette extension permettait aux appareils des scientifiques d'observer et d'enregistrer les données de chaque coup tiré, tandis qu'ils se maintenaient à distance des éclats. On est à peu près sûr que l'intérieur de cette tour périscope était dans le noir, de sorte qu'ils puissent prendre des photos des réactions qui se produisaient à chaque expérience. Ces boulons dépassant du sol indiquent l'endroit où étaient arrimés les puissants canons d'artillerie navale, depuis lesquels les obus étaient tirés à la vue du périscope. On pense qu'ici se tenaient les canons de la marine pour effectuer leurs tirs sous les outils d'observation du périscope, situés un peu plus au nord. Grâce à leur découverte, nos spécialistes sont en mesure de faire revivre virtuellement ces lieux. Bâti dans un creux du relief, le centre de tir en béton armé flanqué de son périscope a été recouvert d'une chape de terre d'1 mètre d'épaisseur. En surface du terrain surplombant cet immense bunker, le canon d'artillerie tirait sa pièce. À l'intérieur du périscope, des caméras munies d'objectifs à obturation ultra rapide permettaient aux scientifiques de calibrer la vitesse et la puissance des explosions. Ces essais de tir permettaient aux scientifiques de décomposer le temps et de comprendre avec force détail la vitesse des projectiles, ou bien le temps écoulé entre l'allumage de la charge et la mise en mouvement du projectile, ainsi qu'un tas de choses a priori infimes, mais indispensables pour connaître la masse nécessaire à déclencher une réaction nucléaire. Les tests effectués dans les canons du bunker sont satisfaisants et apportent la preuve aux ingénieurs qu'ils touchent au but. Mais une nouvelle découverte scientifique montre qu'il devrait être possible de fabriquer une bombe à partir d'une nouvelle substance, le plutonium. Celle-ci aurait même des effets plus destructeurs qu'une bombe à uranium. Pour la fabriquer, il faut construire un tout nouveau site d'essai.
Ainsi, les ingénieurs de Los Alamos doivent-ils encore relever leur plus grand défi. Nous sommes sur le site V de Los Alamos, un ensemble d'abris et de hangars délabrés laissés à l'abandon depuis des années. Si nos enquêteurs sont venus jusqu'ici, c'est parce que ce lieu accueillait une partie des expériences les plus dangereuses du projet Manhattan. En examinant ces vestiges et en y trouvant de nouveaux indices, il est possible de comprendre à quoi ressemblait ce lieu et ce qui s'y tramait réellement. En 1944, la première bombe nucléaire à base d'uranium est pratiquement prête. Mais les scientifiques officiant à huis clos à Los Alamos se voient proposer une alternative. Fabriquer une bombe bien plus destructrice à partir d'un combustible nouveau. Ce matériau tout à fait nouveau qu'on venait de découvrir, c'était du plutonium. Les savants étaient arrivés à faire suffisamment de calculs pour arriver à la conclusion que le plutonium ferait probablement une bombe plus efficace que l'uranium. Une nouvelle course s'engage. Le site de Los Alamos voit se dresser un nouveau complexe de bâtiments. Ce quartier s'appelle le site V, mais pendant la guerre, on l'appelait la zone technique numéro 25. On a utilisé ce secteur comme zone ultra secrète pour y travailler sur un appareil capable de créer une implosion atomique. Si les ingénieurs savent qu'ils entrent dans un domaine inconnu, ils sont conscients de se diriger vers une solution extrêmement dangereuse, requérant un nouveau type de recherche sur les explosifs. L'idée consistait, à partir d'une sphère remplie de plutonium, de la compresser à l'aide d'explosifs très puissants pour créer une réaction nucléaire. Ce concept était très nouveau. D'habitude, les explosifs servaient à démolir la matière vers l'extérieur, alors que là, ça se passait vers l'intérieur. C'est ainsi qu'est né le concept d'implosion. L'armée doit faire vite. Aussi, on ne perd pas un instant pour bâtir les ateliers de fabrication des explosifs. Beaucoup de ces matériaux ont été récupérés sur d'autres chantiers, parce que lorsque l'on a démarré la construction de cette zone, le ton était « dépêchons-nous de monter ça, allez chercher tout ce que vous pouvez autour des labos, jetez-le en tas et dressez-nous un bâtiment aussi vite que possible ». Les architectes savent que les ouvriers travaillant sur le site V auront à manipuler des explosifs extrêmement puissants et souvent instables. Nos spécialistes ont retrouvé des traces des précautions prises à cet effet. Ces plaques faisaient partie du revêtement blindé qui recouvrait au sol tout le pourtour des bâtiments de cette zone. L'acier était recouvert d'un revêtement anti-étincelle à cause de la proximité des explosifs. Mais la menace ne provient pas uniquement des étincelles. Il y a aussi les risques des conditions climatiques capricieuses du Nouveau-Mexique. Nous sommes ici dans l'une des régions des États-Unis les plus touchées par les éclairs des orages. Pendant la mousson d'été, ça crépite de partout entre le ciel et la terre, ce qui crée un risque majeur dans cette zone où sont entreposés de puissants explosifs. Le rôle des ingénieurs travaillant sur le site V consiste à tasser les explosifs autour d'un cœur de plutonium en vérifiant leur parfaite répartition. En effet, le moindre espacement, si infime soit-il, déréglerait le processus de détonation prévu pour se faire de manière rigoureusement uniforme. La crainte principale est qu'en cours de manipulation, un accident fasse exploser les tonnes de TNT stockées dans les remises. Ainsi, les édifices sensibles sont-ils entourés par des rangées de palissades protectrices. Voici un morceau de l'enceinte étayé par des poutres qui servaient de protection en cas d'explosion. Ces barrières avaient été conçues spécifiquement pendant le chantier pour protéger les gens travaillant dans les bâtiments derrière, de manière à limiter les dégâts provoqués par le souffle d'une éventuelle explosion accidentelle. À partir des plans d'origine et des traces relevées sur le terrain, nos spécialistes sont à même de nous expliquer comment fonctionnait cette technique de protection. À côté de chaque atelier était dressé un mur de 3,60 m de haut, maintenu en place par une série d'étais recouverts d'un terre-plein. En cas d'explosion, aucune vie ne serait épargnée. Le but de ces contreforts n'étant pas de protéger l'atelier, mais son environnement. Les ingénieurs des dépôts affectés aux ateliers d'assemblage des puissantes charges explosives étaient informés des dangers qu'ils couraient. Parmi eux figurait Georges Kistiakowski.
Un jour, quelqu'un a demandé à Kistiakowsky « Vous n'aviez pas peur de manipuler ces explosifs très sensibles pour les bourrer autour de ce noyau nucléaire ?» Ce à quoi il a répondu « Si ça avait dû exploser, je ne l'aurais jamais su. » Comme quoi on pouvait être blasé mais accepter ce niveau de risque à cause des nécessités de la guerre. En mai 1945, 2 bombes à implosion ont été assemblées avec succès. Les ingénieurs persuadent les autorités militaires de les laisser essayer l'une d'entre elles. Mais l'inquiétude est grande. Si l'expérience venait à échouer, ce serait autant de précieux plutonium gâché. Hélène McGee a inspecté pour nous l'étrange boule de béton armée au cœur de cette esplanade destinée à récupérer le minerai radioactif. En effectuant leurs expérimentations, ils avaient peur que la partie des explosifs dits classiques explose mais sans provoquer de réaction atomique du noyau et que leurs réserves de plutonium extrêmement précieuses, car pour ainsi dire uniques au monde, se dispersent dans l'air. Aussi, les ingénieurs décident-ils de construire cette énorme boule de plus de 200 mètres de diamètre. Si le plutonium devait ne pas détonner, l'explosion du TNT se dissiperait dans le bassin, dont il suffirait de filtrer l'eau pour récupérer le précieux combustible radioactif. Mais le temps presse tellement que cette solution est abandonnée. Les ingénieurs prennent la décision de tenter l'expérience au risque de perdre à jamais, en cas d'échec, leur plutonium. Le tout premier test de déclenchement d'une bombe nucléaire est fixé au 16 juillet 1945. Il aura lieu à Alamogordo, dans une vaste zone désertique à 320 km de Los Alamos. Les ingénieurs sont anxieux. Ils craignent que cette première bombe ne soit pas assez puissante, ou pire, qu'elle déclenche un phénomène d'une ampleur totalement démesurée et incontrôlable. L'une des grandes incertitudes était quelle énergie va être réellement déployée par l'explosion. Quelle sera la portée meurtrière de cette arme? Voilà comment les scientifiques présents ont fait des paris sur le risque que l'allumage de l'appareil crée une réaction entre l'azote et l'oxygène présent dans l'atmosphère, si forte que tout autour l'atmosphère s'embraserait d'un coup. Les travaux ont duré 27 mois. D'énormes ressources matérielles et humaines ont été secrètement mobilisées pour un coût de plus de 2 milliards de dollars, soit 1,5 milliard d'euros actuels. Verdict ce 16 juillet 1945, avec l'explosion de la première bombe atomique. La population de la région parlera d'un flash blanc visible à 240 km à la ronde et audible dans un rayon de 320 km. Un communiqué de presse avait été préparé à l'avance pour informer qu'un dépôt de munitions avait explosé, causant cet immense flash à l'aube du 16 juillet. Est-ce que c'était imprimé noir sur blanc dans les quotidiens? J'imagine que les gens l'ont lu et ont pris l'information au mot. Ils se sont dit, bon, c'était un dépôt de munitions. Peu de témoins réalisent alors qu'ils viennent d'assister à une monstruosité qui marquera à jamais l'histoire. La plus machiavélique et la plus puissante force de destruction née de l'esprit de l'homme et du plus vaste ensemble industriel jamais construit. La logique a quelque chose d'époustouflant. Il faut 27 mois de nos jours pour évaluer l'impact d'un polluant sur l'environnement. C'est exactement le même laps de temps qu'il a fallu à ces ingénieurs pour réaliser cet engin de mort. 3 semaines après le test, la première bombe atomique à uranium explose sur la ville japonaise d'Hiroshima, tandis que 3 jours plus tard, une bombe au plutonium détruit Nagasaki. Une fois la guerre stoppée par ce génocide, ces bâtiments désaffectés sont dissimulés derrière des clôtures de fil de fer barbelés, un mur fait de honte mêlé de secrets. Des villes provisoires telles que la Vallée Heureuse disparaissent à jamais du paysage. Mais l'héritage de cette période subsiste à travers une nouvelle génération de secrets technologiques, nés du projet Manhattan.